Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. Je m'appelle Xavier Je m'appelle Romain. Et je m'appelle JC. et ce podcast est notre création pour les passionnés d'histoire. Abonnez-vous à notre podcast sérieux Mais pas trop. pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur l'histoire de ces peuples et de leur territoire au premier millénaire. Retrouvez-nous sur notre site internet www.meropodcast.fr pour en savoir plus sur notre projet. Et écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com pour nous faire part de vos suggestions ou de votre avis sur cette première saison. On répond à tous les emails normalement et c'est carrément le moment de nous partager vos feedbacks avant la saison 2. Ceci est l'épisode 23, la bataille d'Angleterre. Il est fort probable que vous n'ayez que très peu, voire jamais entendu parler de Carausius. Il est un des 75 usurpateurs du IIIe siècle. Ce chiffre est certes certainement erroné car une partie des usurpateurs ont été inventés par les auteurs de l'époque, mais il est néanmoins révélateur du IIIe siècle, de ses crises incessantes et de ce qu'on a souvent appelé à tort la période d'anarchie militaire. Carausius correspond pleinement à la définition d'un usurpateur romain, à savoir un général qui s'autoproclame ou se fait acclamer Auguste par ses soldats et qui, dès lors, s'oppose au gouvernement de l'empereur en fonction, ici Dioclétien, mais aussi Maximien. Mais pourquoi s'attarder sur lui plutôt que sur un autre usurpateur tel Alectus, Achilleus ou autre Flavius Eugenius, qui sévissent encore à la même période? Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Carausius agit en Bretagne et en Gaule, dans un territoire au cœur de nos préoccupations. Ensuite, les Francs jouent un rôle important dans cette usurpation en soutenant pour certains d'entre eux l'usurpateur ménapien. De plus, les sources, sans être très nombreuses, existent et nous informent sur Carausius. C'est notamment le cas des pièces de monnaie qui font le bonheur des numismates. En effet, ces pièces, qu'il fit battre après avoir été proclamé empereur, sont fiables et constituent une véritable mine d'informations sur les différents aspects de son pouvoir. Enfin, Carausius est revenu sur le devant de l'actualité au moment du Brexit, certains Brexiteurs n'hésitant pas à faire des analogies entre le choix du peuple britannique et de son ancêtre ménapien, en valorisant cette posture dissidente. Alors Carausius fut-il le premier monarque anglais ou bien un simple usurpateur parmi tant d'autres? Retournons sur les bords de la mer du Nord en 286 pour comprendre comment cette histoire marque une forme de tournant dans le monde des Francs et de leurs voisins romains. Lorsque Carausius prend le pouvoir en 286, il décide de ne pas faire les choses à moitié. Quitte à se déclarer indépendant, autant ne pas le faire comme un misérable, en se proclamant général en chef, consul ou juste César. Non, Carausius prend directement et simplement le titre d'Auguste, rien que ça, histoire de se mettre directement sur un pied d'égalité avec l'autre Auguste du Sud, Dioclétien, et puis son acolyte Maximien, promu lui aussi au même titre. Et pour ne pas laisser de place au doute sur ses ambitions ou son plan, Carausius marque les esprits en faisant frapper de grosses pièces de monnaie en argent, avec des titres ronflants, comme Restitutor Britanniae ou Genius Britanniae. Concrètement, il tente d'asseoir sa légitimité rapidement avec sa population, vu qu'il sait qu'il joue sa tête si sa prise de pouvoir devait échouer. D'ailleurs, Carausius reproduit presque trait pour trait le scénario de Posthume et de son empire des Gaules 15 ans plus tôt, en se posant avant tout comme un homme du coin et un protecteur des populations de sa province, aussi romaine que toutes les autres. Pour ses habitants de Bretagne, choisir l'option Carausius devait sembler parfaitement raisonnable. Un homme qui ne les avait pas abandonnés face aux attaques des pirates, un homme qui avait su ramener une certaine prospérité économique, un empereur qui leur promettait de rebâtir un monde romain stable et sécurisé. Et puis après tout, pourquoi le général Carausius ne serait pas aussi compétent et légitime
qu'un autre général d'Illyrie ou de Dalmatie dont personne n'a jamais entendu parler en 286 de ce côté-ci du Channel. Carausius est donc retranché dans son bastion britannique et de Gaule belge dès 286, dans les premiers temps de sa rébellion, avec un plan relativement simple. Rester tranquillement dans sa partie d'empire, prévenir toute attaque éventuelle venant du sud et négocier sa reconnaissance avec Dioclétien et Maximien comme collègues, histoire qu'on lui fiche la paix dans sa zone d'influence et qu'on le laisse gouverner son empire du Nord, totalement romain du point de vue culturel, mais indépendant des deux autres empereurs du Sud. Donc, nous avons là notre premier Brexiteur de l'histoire avec ce Carausius. Encore un politicien britannique coiffé en pétard qui a dû se rendre populaire avec un message du genre « On sera mieux tout seul sans ces glandus de l'Europe du Sud, pas fichus de gérer correctement leur empire multiculturel. Restons plutôt sur notre île britannique tranquille avec nos belles grosses pièces de monnaie en argent. » Ok, on plaisante, mais il est facile d'imaginer que Carausius avait de bons arguments pour soutenir sa rébellion en cette fin de IIIe siècle et qu'il a convaincu sans trop de difficultés les habitants et les légions. D'autant qu'à l'époque, il n'était pas possible de savoir rapidement ce qui se passait de l'autre côté de l'Empire. Et j'espère que vous me pardonnerez cette blague de numismate. Quid de nos anciens francs dans tout ça? Carausius a clairement embarqué des Francs dans sa rébellion dès le début. Pas tous les Francs, bien sûr, mais des Francs. Des mercenaires qui trouvent toujours leur compte dans les guerres civiles et les périodes de troubles. Même si on peut être surpris de l'apprendre après avoir raconté la période de gloire de la piraterie franque en mer du Nord. Un banditisme naval de plusieurs années qui a dû laisser de mauvais souvenirs dans les populations de ces régions. Mais il faut croire que les deux mondes, Empire du Nord et mercenaires francs, ont dû trouver un intérêt commun à s'allier finalement. Pour Carausius et les siens, monter une force militaire efficace contre les Augustes et se trouver des alliés sur le continent devait justifier de tirer un trait sur d'éventuelles rancœurs du passé. En gros, tout miser sur la priorité, contrer Dioclétien et Maximien, et accepter tous les hommes que cette proposition pouvait intéresser. Et on peut comprendre que d'un autre côté, des Francs aient bien voulu se mettre eux aussi à son service. D'abord, ils étaient confrontés à Maximien et à son César Constance Chlore au sud, tentant de reprendre le contrôle de la Gaule du Nord. Deux généraux menant une offensive tous azimuts sur la frontière du Rhin et massacrant tout ce qui ne pliait pas devant la puissance romaine. D'un autre côté, ils ont trouvé un empereur du Nord, pouvant probablement les payer, un chef de guerre redoutable et capable de les soutenir comme alliés dans leur pillage incessant de la frontière de Rhénanie. À ce stade, on comprend que certains chefs francs aient vite fait le calcul que Carausius était un meilleur parti et se soit rangé derrière lui de 286-287, soit en tant qu'allié opérant directement de Batavie, comme on l'a vu avec Génobo, le soi-disant premier roi des Francs, ou en étant directement intégré comme auxiliaire avec ses légions, comme des générations entières de Germains l'avaient fait avant eux. Dans les deux cas, de belles carrières de mercenaires payées avec de belles pièces de monnaie romaine en argent donc. Lucratif, d'accord, mais jusqu'à un certain point seulement. Génobo et son armée passent dans la centrifugeuse Batave lorsqu'ils se font écraser par le maître nageur Constance Chlore en 288. La soi-disant armée alliée franque n'a pas fait long feu quand Rome a mis le paquet pour reprendre le contrôle des Bouches-du-Rhin. Et le problème des armées de mercenaires, c'est qu'elles ne vous suivent que si elles gardent un espoir de gain et de survie. Les hommes de Génobo n'ont sûrement pas dû se tourmenter pour le sort de Carausius, une fois leur défaite acquise et leur soumission exigée pour avoir la vie sauve. C'est le genre de deal que refuse rarement un mercenaire, normalement. Oui, sans doute. De toute façon, à partir de 289, Carausius doit bien comprendre qu'il n'y aura probablement pas d'arrangement possible avec les deux Augustes. Malgré quelques péripéties, et notamment une première invasion ratée de Maximien dont on ne sait que très peu de choses, la pression de l'Auguste pour écraser l'Empire du Nord ne va plus se relâcher. Et après une brève accalmie sur mer pendant 4 ans, en 293, Maximien confie à son petit prodige, Constance Chlore, la redoutable mission de le débarrasser définitivement du problème Carausius pendant qu'il reste à se battre sur le Rhin. Enfin, petit prodige, façon de parler.
Vu que nous vous l'avons déjà raconté, Maximien a choisi son préfet du prétoire, Constance Chlore, pour en faire non seulement son gendre, mais aussi son César, officiellement cette même année. Constance qui, dans la foulée de cette nomination, et après avoir probablement mené la reprise en main du nord de la Gaule, s'empare de la dernière place forte de Carausius sur le continent, le port de Gésoriacum, c'est-à-dire Boulogne-sur-Mer moderne, après un siège épique selon les auteurs romains. Ce qui représente une étape critique pour isoler l'Empire du Nord, maintenant réduit à l'île de Bretagne. Et c'est aussi la base navale idéale pour réussir la deuxième invasion. Une invasion qui doit être la bonne cette fois, dès que la flotte est reconstruite à Gésoriacum et prête à embarquer les légions pour mener la reconquête. Mais il y a décidément plus qu'une simple défaite territoriale en 293 comme coup dur pour Carausius, une année qui est celle du grand basculement. Car son trésorier et compagnon du début, un certain Alectus, soit par dépit, soit par jalousie, décide à la fin de cette année de se débarrasser de lui. Et pour rester dans la plus belle tradition du IIIe siècle, Alectus fait donc assassiner traîtreusement son ancien maître Carausius, l'empereur du Nord, et prend sa place fin 293, sans doute avec l'aide des marchands de sa capitale de Londres. Décidément, il faut toujours se méfier de celui qui se voit calife à la place du calife. Mais bon, Alectus ne va pas profiter très longtemps de sa traîtrise. Soit il y a finalement une justice dans ce IIIe siècle, soit juste à cause du bordel ambiant. Et je vous laisse deviner ma supposition. Dès la prise de Boulogne-sur-Mer, les armées de Constance Chlore se mettent au travail et préparent activement leur invasion. Et en seulement 3 ans, une nouvelle flotte est sur pied. Une flotte mise en route pour une invasion avec 2 armées aux ordres de Constance qui embarquent pour les côtes de Bretagne dès 296. À peine débarquée au sud du pays, près de l'île de Wight, la première armée, commandée par le préfet du prétoire, tombe sur Alectus et anéantit littéralement son armée en une seule bataille rangée. Un grand massacre dans lequel périt Alectus, ce qui techniquement mit fin à l'Empire du Nord dans une belle gerbe de sang. Oui, enfin presque. Parce qu'une fois l'armée d'Alectus pulvérisée par le préfet Constance Chlore, l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là pour les Francs. Et oui, il semble qu'une légion de l'autre corps d'armée se soit séparée du reste de la flotte et ait débarqué un peu par hasard plus au nord, pas loin de l'estuaire de la Tamise. L'histoire n'étonnera personne, surtout si vous avez déjà eu la chance de visiter l'Angleterre actuelle. Mais c'est à cause du brouillard que cette légion s'est détachée du reste de l'armée et qu'elle arrive en avance et un peu par surprise aux abords de Londres. Enfin, pas tout à fait par hasard non plus. Londres n'est bien sûr pas encore l'immense métropole que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est déjà un centre économique important. Les troupes impériales, même si leur arrivée sur l'île ne s'est pas passée comme prévu, ont forcément pris la direction de la capitale économique pour prendre le contrôle de ce point névralgique. Et les légions de Constance, sans doute un peu surprises de ne pas avoir à affronter Alectus et ses propres troupes qui se sont déjà fait écraser quelques jours plus tôt dans le sud, tombent quand même nez à nez avec un autre ennemi présent dans les murs de la capitale, les derniers mercenaires francs d'Alectus. Et ceux-ci, ne perdant pas le sens des priorités, sont surpris la main dans le sac par les Romains, c'est-à-dire en train de piller leur propre capitale maintenant que la guerre est fichue et que leurs anciens patrons ne sont plus là pour les payer de toute façon. La légion sortie du brouillard anglais tombe donc sur les Francs en plein pillage de la cité de la Tamise. Et c'est un peu par hasard et sans préparation d'autre part et d'autre que s'engage à la fin 296 la dernière bataille pour la reconquête de l'île de Bretagne. Mais vous connaissez déjà la fin de l'histoire. Au IIIe siècle, une troupe désorganisée de Francs en plein pillage n'a juste aucune chance face à une armée romaine bien dirigée. Les troupes romaines, sans doute pas fâchées de s'en prendre cette fois à des barbares plutôt qu'à des concitoyens romains, ne font aucun cadeau aux mercenaires qu'ils trouvent à Londres. Ce n'est pas une bataille rangée. C'est un massacre en bonne et due forme auquel se livrent les Romains sur tous les Francs qu'ils trouvent, pour reprendre le mot du panégyriste. Panégyriste qui conclut l'affaire sans trop de remords apparemment, avec ce commentaire enthousiaste pour Constance Chlore et son action. Et je le cite. Vos hommes ont non seulement apporté la sécurité aux habitants par le massacre de l'ennemi, mais aussi par le plaisir du spectacle. Phrase un peu ambiguë sur le sort réservé aux 10 francs, à savoir exécutés durant le nettoyage de Londres devant les habitants ou capturés pour finir dans l'arène de Londonium avec des bêtes sauvages. Dans les deux cas,
Une fin pas forcément douce et agréable. Ainsi finit la belle aventure des Francs et la révolte de Carausius, même si d'autres opérations de nettoyage en Batavie ou sur les rives du Rhin par Constance et Maximien en cette fin de IIIe siècle ne sont pas à exclure, bien que mal documentées. Mais la conclusion reste la même. L'opération de reprise en main par les tétrarques, commencée 10 ans plus tôt en 286, arrive à sa conclusion après la reconquête de la Bretagne en 296. Et les Francs, qui ont voulu tirer leur épingle du jeu sur mer et sur terre pendant les dernières années, en profitant du désordre général, se retrouvent malheureusement dans l'équipe des perdants. Oui, 296. On dirait que les Francs ont bien pris tarif au final. Mauvaise pioche dans la guerre civile de Carausius, et selon les textes, on lit clairement que pour les barbares, le fameux tarif reste le même. Un bon massacre en règle pour leur faire payer leur traîtrise, et l'asservissement pour les plus chanceux. Mais on sait que ces descriptions sont forcément exagérées. Ce sont des figures de style, pas la réalité. Ce n'est jamais dans l'intérêt de Rome de mettre à mort tous les prisonniers. Et les Romains sont des grands pragmatiques. Généralement, il y a toujours bien mieux à faire avec des captifs que de les jeter tous aux fauves, même pour le spectacle. Absolument. D'ailleurs, le même panégyrique qui décrit la victoire triomphale de Constance sur Carausius et son successeur Alectus finit sur une note positive, dirions-nous, en remerciant le César d'avoir permis la relocalisation des Francs en Belgique actuelle pour mettre en valeur les terres locales, ce qui contredit directement la fable de la mise à mort généralisée de tous les Francs. Nous en avons déjà parlé, et ce n'est sûrement pas une invention de Dioclétien et de ses 3 compères. Depuis les dernières années, les empereurs précédents ont fait le choix d'installer des barbares vaincus sur des terres d'empire une fois les opérations militaires terminées avec succès. Ce sont les fameux déditis, des prisonniers de guerre qu'on ne réduit pas en esclavage, mais qu'on assigne au travail forcé dans des colonies agricoles dans le nord de la Gaule et aussi au service militaire en cas de besoin. Ce qui, pour pas mal d'entre eux, devait être l'option favorite. Plutôt être incorporé dans une unité romaine en conservant ses armes que de se casser le dos à gratter la terre. Déditis, c'est le sort promis pour la majorité des prisonniers de guerre francs des opérations des dernières années et notamment de la bataille de Bretagne. Un modèle d'intégration forcé et coercitif piloté directement par le pouvoir impérial. Ce qui doit tomber à pic, vu que durant ce grand désordre, c'est évidemment des régions entières qui ont été dépeuplées. Les effets combinés des grandes épidémies, des raids destructeurs des barbares, et ne l'oublions pas, des révoltes des Bagaudes du IIIe siècle matées dans le sang, qui laissent des grands pans de territoire à la frontière en manque de bras. Et vraisemblablement, avec peu de candidats des autres régions impériales plus calmes dans le sud, désireux d'émigrer économiquement en Gaule. Ainsi, Maximien et son préposé au nettoyage des surfaces anglaises ou autres, Constance Chlore, sont les nouveaux champions du repeuplement du nord de la Gaule dès la fin du IIIe siècle. Mais, dans un autre discours à la gloire du César Auguste, on trouve une mention assez étonnante quand même. Apparemment, les Francs ne sont pas les seuls à être implantés dans toute la zone nord-est de l'Empire comme déditis. L'auteur mentionne aussi des hommes qu'il appelle les Lètes, qui viendraient aussi s'établir sur ces terres-là. C'est qui ça, les Lètes? Des types qui ont du mal à servir leur balle au-dessus du filet? Alors, bonne question. Une question d'ailleurs qui continue à faire débat parmi les spécialistes, donc on va employer un peu de conditionnel ici. Mais à l'origine, les Lètes étaient probablement eux aussi des barbares, d'anciens membres de tribus germaniques ou non, installés sur des terres romaines propres à être colonisées. Qui sont-ils précisément en cette fin de IIIe siècle? Principalement des prisonniers libérés des mains de tribus ennemies ou des alliés de Rome chassés de leurs propres terres. Des hommes intégrés comme réfugiés en quelque sorte sur les territoires de l'Empire. Peut-être aussi, à la manière des Déditis, des prisonniers faits par Rome à la suite d'une guerre, mais épargnés après la défaite et négociant un statut un peu moins humiliant que simple Déditis. Dans les 2 cas, c'est un statut un peu plus favorable, même s'il n'y a pas de différence légale marquée du point de vue de la citoyenneté entre les 2 groupes Déditis et Lètes. Mais un autre statut qui permet là encore à Rome de non seulement repeupler des régions entières avec des bras pour travailler, mais aussi de trouver des hommes pour servir dans l'armée. On n'a pas de date de naissance précise pour ce statut qui existait bien avant les tétrarques.
Mais il semble qu'ils prennent de l'ampleur sous leur règne à côté des Déditis et notamment pour la Gaule du Nord à la fin du IIIe siècle. Ce qui est assez normal vu le nombre d'offensives et de contre-offensives entre Romains et Germains qui caractérisent la période. Non seulement les tétrarques, à la suite des empereurs soldats, multiplient les victoires sur les pillards germaniques et capturent un grand nombre d'ennemis qu'on ne va pas laisser repartir tranquillement de l'autre côté du Rhin, mais ils font aussi face à pas mal d'anciens alliés ou tribus amies déplacés ou chassés de leurs terres par le désordre de l'époque et qu'on ne peut pas renvoyer facilement non plus sur leurs anciennes terres. Dans les deux cas, des Germains plus ou moins amicaux pour Rome qui se retrouvent sous son contrôle et qu'il faut bien installer quelque part si on décide de ne pas en faire purement et simplement des esclaves ou de les renvoyer outre-Rhin. D'accord. Alors en 296, les Francs qu'on a capturés après la bataille de Londres et qui n'ont pas fini sous les dents des lions, eux, sont probablement des Déditis. Ce qui est un moindre mal si on considère l'autre option des jeux du cirque. Ils n'avaient pas assez de bagou ou d'excuses à 2 balles, ou plus, let oblige, pour négocier un upgrade de leur statut de base de Déditis vers celui de Let. Et pourtant, on en a bien des Let qui apparaissent dans les textes à ce stade dès 297. Alors dis-moi, de quelle boîte ils sortent ces lettres qui accompagnent les Francs après la reprise de la Bretagne? Difficile à dire. Peut-être d'autres Germains, voire même des Gallo-Romains libérés suite aux opérations et aux guerres des dernières années et à la fin de la rébellion carosienne. D'autres historiens émettent l'hypothèse que Génobo et son armée aient pu bénéficier aussi de ce statut lors de leur soumission. Le panégyrique laisse entendre que cette troupe a été effectivement réinstallée comme lettre en Gaule-Belgique en échange de leur reddition. Car le point important du système, c'est que la communauté bénéficiant du statut de lettre devait aller s'installer en groupe sur une terre qui leur avait été assignée pour être mise en valeur. Directement placés sous le pouvoir impérial, on les désarme et on les installe de gré ou de force vers les terres de l'Empire appelées Saltus, qu'ils doivent défricher ou cultiver. Mais attention, les lettres ne sont surtout pas un groupe communautaire autonome. Ils sont totalement soumis et dirigés par des fonctionnaires romains, sans bénéficier de la fameuse citoyenneté romaine généralisée depuis Caracalla. Pire encore, ce statut de lettre pour les peuples germaniques est vraiment infamant. Rappelez-vous, un guerrier privé de ses armes et qui devient fermier, et de surcroît déplacé de force. Il faut bien se rappeler, en suivant Tacite, que ce qui faisait le statut d'homme dans les traditions germaniques était le port d'armes. De plus, il semblerait que lors du service militaire, les jeunes lettres étaient tondus. Or, les cheveux longs étaient un signe de noblesse et de liberté chez les Germains, et plus encore dans la Gaule chevelue. Donc on ne parle pas ici d'un statut extrêmement valorisant pour employer un euphémisme. Mais sans qu'on puisse dire exactement quand et combien, un certain nombre de Germains en cette fin de IIIe siècle et de début de IVe vont être recasés dans le nord de la Gaule comme Lette, et notamment des Francs. Ok, je vois bien qui sont les lettres maintenant, à côté des Déditis. Enfin, aussi clairement que possible. D'ailleurs, tu parles des lettres, mais il y a aussi d'autres variations de ces systèmes d'installation, comme les tributaires ou gentiles, qu'on n'a pas détaillés ici. Gentiles qui vont se confondre plus tard avec les lettres, même si eux sont clairement des prisonniers de guerre. Le résultat est le même de toute façon. L'installation massive et rapide en terre d'empire, et notamment en Gaule du Nord, d'anciens barbares, amis ou ennemis de Rome, assignés à résidence. Mais alors, comment expliquer le succès de ce statut d'élète à la fin du IIIe siècle? Alors pour les barbares en général et les Francs en particulier, l'avantage est assez évident quand même. Finir Lette ou de Ditis signifie d'abord survivre, et puis ne pas finir purement et simplement comme esclave. Les vaincus des guerres de l'époque échappent donc aux tourments promis aux perdants en acceptant les statuts pas très glorieux que leur proposent les Romains. Mais pour conserver sa vie, un petit compromis sur sa liberté doit sans doute être envisageable. Et puis soyons honnêtes, l'Empire romain, avec sa relative stabilité et sa richesse, n'était pas le pire endroit où vivre au IIIe siècle, même sans être un citoyen de plein droit. Et puis pour les Romains, réinstaller des communautés sur son territoire, et notamment des Lettes, c'est surtout implanter des communautés efficaces et déjà organisées pour le salut de son empire. Pour le coup,
On est loin de l'idée de Probus de disséminer des prisonniers de guerre à travers l'Empire ici et là, pour qu'on sente les Germains, mais qu'on ne les voit pas, pour reprendre sa phrase célèbre. Rappelez-vous, les Déditis étaient supposés être dispersés dans l'Empire. C'était ça la grande idée. Les saupoudrer un peu partout pour qu'ils travaillent pour Rome comme semi-libres, mais de manière tout à fait invisible. Rien à voir pour les lettres, par contre, si on en croit les textes. Ces hommes n'étaient pas séparés entre différents territoires. Ils constituaient des entités homogènes, vivant avec leur famille sur le même espace, d'autant que leurs enfants ont le même statut qu'eux et restent assignés à leur communauté. Cela réduit ainsi le problème d'assimilation d'une certaine mesure, puisqu'on n'en fait plus un objectif. En même temps, ça laisse entier le problème de l'assimilation, puisqu'on accepte des communautés homogènes non intégrées culturellement au sein de l'Empire. C'est le gros avantage du LET en réalité par rapport aux Déditis du passé. La possibilité de rester en communauté homogène avec la bénédiction des autorités romaines. Alors, à noter que le statut de LET ne va pas empêcher totalement l'intégration non plus. Leurs enfants, une fois leur carrière militaire effectuée, pouvaient vraisemblablement accéder à la citoyenneté au bout d'un moment, mais pas tous, et au bout d'un certain temps, ce qui expliquerait une certaine pérennité de ces groupes durant le siècle qui va suivre. Pour les tétrarques, la solution pragmatique de développer ces communautés a dû sembler excellente. Mais en acceptant un statut de semi-indépendance pour des communautés germaniques parquées sur son propre territoire, en petits groupes contrôlés par des fonctionnaires, Rome fait un choix important pour son futur. Celui de laisser des groupes de Germains vivre sur ces terres sans tenter de les intégrer pleinement dans le monde romain. Un monde germanique donc qui travaille et qui combat pour Rome et son empire. Mais un monde qui ne se dissout pas vraiment à l'intérieur, comme c'en était l'objectif officiellement avec les Déditis. Une petite distinction dont on n'a pas fini de reparler. Ainsi, l'usurpation de Carausius puis celle d'Alectus finissent par être stoppées. En 296, soit 10 ans après la révolte en Bretagne de Carausius, l'île est reprise par Constance Chlore et donc par les tétrarques. Le César s'attribue alors la gloire de cette reconquête et nul doute que cela aura son importance dans la suite de sa carrière politique et militaire. Il peut alors se concentrer sur les ennemis de toujours, les Francs et surtout les Alamans qui, encore une fois, ont franchi la frontière du Rhin. C'est aussi à cette époque que naît la légende dorée de Constance Chlore. Il est présenté, notamment par les auteurs chrétiens, comme quelqu'un de pondéré, de vertueux et de protecteur des lettrés. Certes, les chrétiens étaient peu nombreux en Gaule et en Bretagne, ce qui permit la faible application des édits antichrétiens de Dioclétien. Mais surtout, en tant que père de Constantin, futur Auguste, qui facilita la diffusion du christianisme jusqu'à en faire la religion d'État, donc en tant que père de Constantin, il ne pouvait être présenté comme un persécuteur féroce du christianisme. C'est encore une fois la limite de nos sources, souvent orientées ou d'inspiration partiale. Néanmoins, il est aussi intéressant de noter que l'Empire romain est constamment dans l'obligation de se renouveler, d'évoluer, au risque de ne pouvoir maintenir son unité. Les statuts de Déditis et de Lette en sont les exemples parfaits. En 297, on est visiblement au début de leur application, mais force est de constater qu'ils vont perdurer. Ainsi, il est bon de rappeler que Maximien semble accepter par exemple la reddition de Génobo et installe les siens en Gaule belge sous le statut de Lette. Très rapidement, les Francs sont donc soumis à l'autorité impériale et les contingents Lette francs croissent même régulièrement en nombre à la suite des expéditions de Constance Chlore, puis de son fils Constantin. Et j'ai enfin compris qui sont les lettres. Juste des types qui ont du mal à servir leur balle au-dessus du filet. Lettre! Mais ceci est une autre histoire pour notre prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.